Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Sciences psychédéliques, votre source première d'informations sur la recherche scientifique à propos des psychédéliques en langue française. Mais d'abord, ce podcast parle des substances qui sont classées dans la liste des stupéfiants et sont illicites. Ce podcast n'est pas une incitation à l'usage des stupéfiants, ni la présentation des stupéfiants sous un genre favorable. La mission de ce podcast est d'informer à travers une approche basée sur la science, la compassion, la santé publique et les droits humains. Si vous avez des questions sur les risques liés aux stupéfiants ou si vous êtes en crise, veuillez vous référer au site internet drogue-info-service.fr. Bonjour Sarah, oui, ça va très bien. Oui, merci beaucoup et bienvenue dans notre épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un peu différemment que d'habitude. C'est notre nouvelle série de intégration psychédélique, des expériences psychédéliques. On t'accueille aujourd'hui. Claire, tu es thérapeute relationnelle et tu fais de la thérapie transpersonnelle. C'est quelque chose que tu fais à Bordeaux. Tu travailles avec des individus et aussi avec des couples. C'est ça. Tu te concentres sur la psychologie transpersonnelle. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. D'après ce que j'ai compris, c'est une approche un peu moderne, un peu nouveau en psychologie. On va en parler beaucoup aujourd'hui. Également, on va décortiquer certaines méthodes et approches de ce type de psychologie. Merci de partager ça avec nous. Oui, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être là. Voilà. Excellent. Pour la première question, j'aimerais bien que tu nous dis qu'est-ce que c'est simplement la psychologie transpersonnelle et qu'est-ce que c'est la thérapie basée sur cette approche. Oui. La thérapie transpersonnelle, déjà, c'est un petit peu difficile à définir parce qu'il y a plein de définitions possibles ou en cours d'élaboration. Quelque part, pour faire simple, la psychologie transpersonnelle, c'est ce qui vient faire un peu la synthèse à la fois du courant de psychologie et puis aussi de la spiritualité. Alors, quand je dis le mot spiritualité, c'est un mot qui fait toujours un peu peur en France. Je parle vraiment de la spiritualité au sens large, donc pas de religion en particulier, mais de la spiritualité simplement dans le fait de dire, voilà, quand on parle de concepts comme l'univers, par exemple, c'est un concept spirituel, ou quand on va parler d'âme, par exemple, ou d'essence, tout ça, c'est en fait prendre le moi, l'ego qu'on a dans la psychologie traditionnelle, et puis le placer dans un contexte plus large. Donc, que ce soit placé dans un contexte cosmique, dans un contexte de l'univers, ou même que ce soit plus large à l'intérieur en considérant l'entièreté de la personne, en disant, voilà, je suis pas juste un moi, je suis aussi une âme. Je suis aussi, voilà. C'est la personne dans sa globalité et dans son contexte. Et c'est ça, du coup, le parti transpersonnel, parce que trans, ça veut dire au-delà. Et du coup, c'est au-delà de que moi. C'est ça. Dans thérapie, par exemple, on parle pas que de moi, mais on parle de moi et le monde. Du coup, moi et mon relation avec tout. C'est ça? Exactement, c'est ça. Trans, ça veut dire au-delà, et ça veut dire aussi à travers. Hein, donc, c'est ce qui va par-delà l'ego, au final, Cool. qui Nice. transcende l'ego. Nice. Cool. Et comment la psychologie transpersonnelle, comment elle est
différente de la psychologie, disons, classique, ou par exemple psychanalyse, ou voilà, l'approche qu'on est le plus souvent euh, en- Oui, quand on entend le mot psychologie. oui. Ben, en fait, la psychologie transpersonnelle, c'est ce qu'on appelle la quatrième force. Donc, ça arrive un petit peu à la suite. Pour te donner un petit peu un contexte historique, on a la thérapie, enfin, ou la psychologie comportementale. Ça commence avec Pavlov, et puis après, c'est développé dans les années 40-50 aux États-Unis. On a la thérapie, enfin, la psychologie euh, pardon, comportementale, cognitive. On a la psychanalyse. Et puis, on a aussi le courant humaniste. Et ensuite, du courant humaniste, au final, naît la psychologie transpersonnelle. Nice, cool. Voilà. Et, et si, je trouve que c'est important de comprendre peut-être la philosophie derrière la psychologie transpersonnelle, ou peut-être les bases ou des croyances sur lesquelles la psychologie transpersonnelle est basée. Oui, tout à Euh, fait. et tu as récemment fait une présentation sur ce question, et je me permets de partager un slide de ta présentation que tu as Oui, partagé avec nous. Du coup, ça, c'est des hypothèses de départ oui, tout à fait. quand on travaille avec cette approche en thérapie. Est-ce que tu voudrais développer un peu plus sur ça? Oui, bien sûr. Donc, ben, la première hypothèse de départ, c'est que nous sommes des êtres spirituels. Ce que tu as Donc, dit ça, aujourd'hui. voilà ce dont je viens de parler. La deuxième hypothèse, c'est que la conscience est multidimensionnelle. Donc, ça veut dire que ben, on existe dans cet état de conscience-là, mais également dans d'autres états de conscience, qu'on peut avoir des états de conscience qu'on va appeler modifiés, donc on peut être dans d'autres dimensions. Mhm. Que le troisième hypothèse, c'est que les êtres humains ont un désir fondamental de transcendance. Ça rejoint un petit peu ce que Maslow appelle l'actualisation. Hein, c'est Mhm. ce désir ultime, quelque part, voilà, de transcender son existence. Oui, et Euh, d'après ce que je comprends sur Maslow, c'est que il y a cette pyramide des besoins, et mhm, que chaque humain cherche à euh, euh, comment dire, soigner les besoins, ou voilà. Et il y a d'abord les besoins primaires, du coup, pour sécurité, pour la nourriture, une maison, un abri et tout ça. Après, deuxième, pour peut-être des besoins émotionnels, oui, d'appartenance. Je ne me rappelle plus exactement non plus de ce qui constitue la pyramide, mais oui. Oui, et après d'être reconnu par la communauté, par d'autres gens, et après de se actualiser, du coup de devenir, ou de commencer à devenir ce que on est en nous, ou de hum, réaliser notre potentiel, Oui, voilà, notre potentiel. tout à fait. Et c'est vrai que Maslow met ce concept d'actualisation tout en haut de la pyramide, Oui. en le posant un petit peu comme quelque part un, comment dire, quelque chose un petit peu de, pas de futile, mais un peu la cerise sur le gâteau. Mhm. Euh, et alors, c'est vrai que quand, comment dire, c'est vrai et en même temps, c'est pas toujours vrai, je trouve. C'est-à-dire que Mhm. euh, il y a des moments dans la vie où on n'a rien d'autre enfin, je pense par exemple à Viktor Frankl, et que tu connais sûrement, tu sais, qui a écrit, alors le titre en français m'échappe, mais Man's Search for Meaning, tu sais, c'est un homme qui a vécu dans les camps de concentration et Ah, qui, comment dire, qui s'en est sorti, mais grâce justement à ce côté très spirituel ah oui, où il oui. cherchait un sens à son expérience.
oui. Et alors, je ne sais pas si ça, c'est un bon exemple d'actualisation, mais pour moi, c'est un peu un exemple de comment on peut quand même avoir cette fonction spirituelle dans des moments où on est très démuni et qu'on n'a pas justement cette sécurité de base. Ah, ah, oui, 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 je vois que, par exemple, cette pyramide, c'est pas, enfin, c'est que dans le contexte de les circonstances idéales que on monte première couche et deuxième et troisième pour pouvoir arriver à la quatrième, alors que même si on n'a pas le premier, deuxième ou troisième, on peut avoir quatrième, c'est ça? On peut. Oui, alors je veux pas dire on peut ou on peut pas, mais je sais, voilà, que c'est peut-être moins simpliste que de dire voilà comment la transcendance, ce besoin ou ce désir de spiritualité qu'il arrive tout en dernier. Oui, oui, je vois. Du coup, elle est toujours là, disons. Bah, alors je sais pas si elle est toujours là, si c'est vrai pour tout le monde, mais je sais pas non plus si c'est vrai de dire que voilà, c'est tout en haut de la pyramide. Oui, oui, oui. Oui. Cool. Et, euh, et du coup, Oui, alors ensuite, la quatrième hypothèse, c'était cette idée que le fait de contacter une source de sagesse et de guidance interne, au final, c'est possible. Et c'est justement ça qui nous permet de grandir. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce point-là, c'est justement cette idée que la spiritualité, l'accès à quelque chose de plus grand, c'est à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qu'on va chercher, peut-être un petit peu contrairement à la religion plus traditionnelle, où on va aller chercher à l'extérieur de nous-mêmes. mhm, Euh, voilà. yeah. Oui, et c'est important parce que voilà, c'est cette idée que la sagesse qu'on cherche, c'est en nous et ça a été toujours en nous. Oui, Euh, et que ça évite un peu tous les risques liés voilà, enfin, au culte, aux personnalités très fortes qui nous guident, qui nous conseillent, des gourous et tout ça, alors que tout est en nous, en fait. Et oui, je trouve que c'est aussi assez, comment dire, il y a une grande tendance aujourd'hui. J'ai l'impression que plus en plus des personnes euh, s'orientent vers ce type d'idées que on cherche pas des choses ailleurs en dehors de nous, mais on se oriente vers nous-mêmes à l'intérieur. tout à fait. Et ça, c'est aussi un grand sujet en thérapie transpersonnelle qui Mhm. pose un peu question, justement, un sujet d'éthique quelque part, puisque comme on parle à la fois de faire la synthèse de la psychologie et de la spiritualité, il y a cette question de qui est le psychologue? Est-ce que le psychologue devient un gourou, justement? Est-ce que c'est un guide? Enfin, et c'est vrai que ça pose la question du rôle du thérapeute et de où sont les limites. Mhm. Et probablement, enfin, peut-être, tu te poses ces questions dans ta propre pratique, n'est-ce pas? Oui, je pense que j'espère que tous les thérapeutes transpersonnels se posent la question parce que c'est une question importante. Après, je ne sais pas s'il y a une réponse qui est forcément, comment dire, c'est pas noir ou blanc non plus, mais c'est des questions importantes à se poser et c'est des dialogues, des conversations à avoir surtout. Oui, mais par exemple, quand tu travailles avec des gens, avec des clients, euh, quel, tu peux nous dire quel rôle tu prends? Quel rôle tu as observé que tu prends dans le travail? Oui. Alors moi justement, très précisément, je me positionne pas en tant que gourou. Euh, Non. voilà, c'est dit. Mais je me positionne. Donc, aux États-Unis, je suis psychologue. En France, je suis psychopraticienne. D'accord. Euh, donc voilà, c'est c'est mon titre officiel. Euh,
parfois, j'ai l'impression d'être facilitatrice. Mhm, C'est-à-dire que, ou guide, guide, ça peut me convenir aussi, mais dans le sens où justement, c'est pas toi qui es la réponse, mais qui amène la personne à son propre cheminement, à sa propre vérité à elle. mhm, Euh, Moi, j'ai pas la vérité des gens au final. mhm. Ce serait, C'est toi qui aide pour faire émerger tout à fait. la vérité dans la personne parce que c'est ça qui voilà, aide la personne à être soi-même, être stable en soi-même, plus que une sagesse qui vient en dehors de la personne. Tout à fait. Tout à Mhm. fait. Oui, ça fait écho avec l'approche de MAPS aussi, avec la recherche sur la transformation de trauma de TSPT, des symptômes de TSPT avec MDMA. Euh, Mhm. et j'ai eu l'occasion de lire le manuel Oui. de MAPS pour les thérapeutes qui travaillent avec les clients. D'ailleurs, ce document, le manuel, est Elle est disponible en ligne. accessible. Il est Oui. disponible en anglais en ligne maintenant. Ça a été toujours disponible parce que Mhm. ils ont l'approche de Open Science. Et euh, il parle aussi de ce concept euh, du fait que thérapeute ou quelqu'un qui facilite ce processus, c'est ils ont juste là pour hold space, pour Mhm. tenir voilà, le contexte pour la personne. Oui. Et ils ne sont pas quelqu'un qui connaît le chemin et qui guide la personne, enfin, qui amène la personne quelque part, mais c'est la personne qui est tâchée de trouver son propre chemin, alors que elle est accompagnée par des gens expérimentés, des experts, par des gens bien sûr formés en voilà, santé mentale et psychologie pour pouvoir faire ça. Oui, exactement. Et pour reprendre justement le manuel de MAPS que je connais bien, euh, il expliquait qu'il y a toute une partie dans, comment dire, dans la thérapie assistée de MDMA dont parle ce manuel, où en fait il conseille de faire 50% de temps où on va travailler avec les thérapeutes et 50% de temps où la personne va être vraiment à l'intérieur d'elle-même en temps en silence. Et l'idée justement de ça, c'est vraiment que la personne en fait suive son propre chemin. Mhm. Mhm. C'est de lui laisser le temps justement pour que émergent les choses qui doivent émerger dans son timing à elle, Mhm. euh, et que ce soit pas justement complètement dirigé par les thérapeutes. Mhm. Mhm. Merci, cool. Voilà. Et du coup, on peut peut-être continuer sur les d'autres hypothèses. Du coup, cinquième, c'est unir la volonté consciente et Oui, c'est cette idée que plus une personne va être alignée, plus elle va pouvoir être sur son chemin de guérison, simplement. Mhm. Euh, voilà. Et aligner, ça veut dire quoi? Eh ben, plus la personne va pouvoir être, comment dire, là en particulier, bon, ce sont les hypothèses d'un livre que je présentais, hein, mais comment dire, aligner, unir la volonté consciente et l'aspiration d'une personne à l'impulsion spirituelle. Donc c'est, comment dire, je comprends ça moi comme la volonté d'action avec je sais pas trop comment l'expliquer. Ça fait sens dans ma tête, mais Mhm. je sais pas trop comment l'expliquer. Oui. Comment, moi, je le comprends euh, que
voilà, enfin, la vie, enfin, tout est en mouvement tout le temps. Et du coup, il y a des choses Mhm, qui émergent. Du coup, on a mhm. des nouvelles compréhensions, des nouvelles défis et tout ça. Et ces nouvelles choses, il faut écouter, il faut savoir, voilà, accueillir tout ce qui vient vers nous. Et quand on est en résistance contre ces choses, on, on sort de alignement. Moi, je pratique du yoga et pour moi, alignement, ça a une, je le comprends presque physiquement que Complètement. si je résiste aux choses dans mes pensées, dans mes émotions, je les perçois tout de suite dans mon corps où je sais pas, je résiste ici, je résiste ici, je résiste ici. Du coup, je comprends comme ça. Oui, Et je doute aussi que le parti travail du corps et tout ça, ça a beaucoup de liens avec, voilà, peut-être psychologie transpersonnelle, santé mentale, bien sûr aussi. Du coup, peut-être c'est pas bête ce que je dis. c'est pas bête du tout ce que tu dis et je pense que tu l'as très bien expliqué. Et c'est vrai d'ailleurs que tout ce qui est psychocorporel, je trouve, est très, très important au final en thérapie transpersonnelle. Mhm, mhm. Oui, Oui. Euh, oui. oui, vas-y. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Oui. Ben, j'ai voulu dire quelque chose sur les états de conscience modifiés. Oui. Euh, ils disent ici que les états comme ça peuvent aider à la guérison et la croissance. Oui. Les états des consciences modifiées, bien sûr, ça peut être avec des psychédéliques, mais pas que. C'est avec, d'après ce que je comprends, c'est la danse aussi qui amène à une expérience transcendantale, méditation, voilà, yoga, sport. Euh, like, Oui, il y a plein, plein de pratiques. hein, activité, Oui. le chant, Le euh, chant contemplatif, oui, oui, tout à fait. oui. Et du coup, comment, d'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, euh, parce que je vois pas beaucoup d'approches psychologiques qui nous disent ah l'état de conscience modifié sont très bonnes pour travail psychologique. Du coup, d'où ça vient euh, cette Ben, dimension en oui, personnel? bah, il y a quand même l'hypnose au départ, Oui. qui, voilà, qu'on pourrait considérer d'ailleurs comme transpersonnelle, mais qui précède quand même au final la psychologie transpersonnelle. Mhm. Euh, et alors, d'où ça vient, d'où ça vient l'état de conscience modifié comme moyen d'accéder à ces expériences transpersonnelles? Ben, historiquement, ça vient de Grof. Je pense que c'est Grof qui a commencé ça en République tchèque dans les années 60 avec le LSD. Mhm. Et puis qui ensuite est passé sur la respiration holotropique parce que le LSD n'était plus légal. Donc la respiration holotropique, c'est ce mode de respiration où on va, on va utiliser sa respiration de manière très rapide dans un premier temps pour justement euh, être dans un état de conscience modifié. Et puis, lui, au final, essayer à l'origine de reproduire l'expérience du LSD. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de prendre un psychédélique, loin de là, pour avoir un état de conscience modifié. Mhm. Mhm. Oui. Et d'après ce que j'ai compris, holotropic breathwork ou respiration holotropique, enfin, moi, je ne l'ai pas expérimenté dans le cadre de Stanislas Grof ou d'autres pratiquants. Et d'ailleurs, les amis, il faut pas pratiquer la respiration holotropique chez vous sans guide et tout ça. Euh, mais, euh, mais parfois, je me souviens, par exemple, quand j'étais petite et quand j'ai pleuré
très fortement. Mhm. Juste après la pleure, quand la pleure descend, j'ai eu des voilà, de respiration très fort. Oui, un peu comme tu hyperventilais, c'est ça? Hyperventilé, oui, c'est ça, oui. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, enfin, c'est quelque chose que notre corps sait déjà faire, Oui. que voilà, Stanislas Grof a voilà, beaucoup étudié, travaillé avec, et il a voilà, trouvé un moyen ou modèle comment euh, recréer cette expérience euh, un peu intention, avec l'intention pour pouvoir travailler avec. Oui, oui, tout à fait. Ok, cool, nice. Enfin, tout à fait. Je connais pas. Enfin, je suis pas forcément experte sur les intentions de Groff, mais oui, ça, je trouve que ça fait du sens. Oui. Et du coup, est-ce qu'on peut peut-être passer vers les techniques qui sont possibles et des approches qui sont possibles en thérapie transpersonnelle? Tu veux dire quelques mots sur ça? Oui, bien sûr. Ben, déjà, je crois que la première chose qui est à dire, c'est que la thérapie transpersonnelle, elle n'est pas définie par une technique. Le but de la thérapie transpersonnelle est tellement vaste, hein, puisque le but, quelque part, c'est l'expansion de la conscience et puis l'élargissement de l'éventail de la conscience humaine. Donc, c'est tout un programme. Et du coup, il y a pas une technique en particulier qui définit la thérapie transpersonnelle. Mhm. Malgré tout, évidemment, il y a différentes écoles, il y a différentes techniques quand même qui existent et on peut en donner des exemples. Euh, donc, dans les techniques, il peut y avoir des choses aussi variées que l'interprétation des rêves. Quelque part, c'est une manière de faire de la thérapie transpersonnelle. Il peut y avoir des choses comme des approches cognitives aussi, comme par exemple Byron Katie. Ah Au oui, final, je ne sais pas comment c'est traduit en français, the work, le travail peut-être simplement. oui, oui, oui. Euh, Ça aussi, c'est une approche transpersonnelle. Ça peut être des choses comme focusing, ça peut être des choses comme, tu disais toi-même, la méditation, le yoga, la voie contemplative, euh, ou des choses comme Akomi, comme IFS, comme aussi l'usage des psychédéliques. Oui, mais j'aimerais bien entendre plus sur IFS, du coup Internal Family Systems. Mais avant qu'on commence ça, j'aimerais bien revenir vers Byron Katie. Je Ah, l'adore. oui, J'ai eu l'occasion un peu de essayer son méthode qui s'appelle le travail, the work. uh-huh, Et j'adore, elle a ce truc de judge your neighbor, juger ton uh-huh, voisin. Et j'adore, c'est un bon méthode. Oui, elle a trois ou quatre questions que tu oui. poses pour chaque sorte de pensée ou voilà, émotion ou croyance. Et ça le déconstruit complètement. Et en déconstruisant, tu arrives à vraiment avoir une distance, si tu fais ce travail, avoir une distance avec quelque chose qui a été pour toi avant très, très intense et Mhm, peut-être très, voilà, tu étais coincé dedans. Il- c'est vraiment, il y a une distance et tu arrives voilà, à avoir une perspective complètement différente sur des choses qui sont au final, enfin, qu'on on les perçoit comme très importantes dans notre vie, mais on arrive à avoir un peu plus de flexibilité, moins de rigidité autour. oui, c'est comme si ça crée de la place quelque part. Oui, Ça crée de l'espace autour de quelque chose qui est un peu oui, rigide ou calcifié.
J'adore Byron Katie. Cool. Oui. Et du coup, j'aimerais bien qu'on apprend un peu plus sur Internal Family Systems. Oui, Et comment on le dit en français? je suis pas sûre. Moi, j'ai appris l'IFS aux États-Unis, même si là, je recommence enfin, je fais la formation en France pour le coup. Il me semble qu'on dit IFS en français également, mais que l'acronyme correspond à quelque chose de légèrement différent, mais je me trompe peut-être. Donc oui, l'IFS qui est moi ce que je pratique, qui est un outil au final créé dans les années 90 par Richard Schwartz. Ce qui est intéressant avec l'IFS, qui est d'ailleurs très très populaire aux États-Unis, qui commence à arriver en France tranquillement, c'est que ça repose sur un postulat un peu particulier qui est cette idée de la multiplicité des sous-personnalités, ou qu'on appelle aussi les parties. C'est-à-dire que l'IFS considère qu'à l'intérieur de nous, on a plusieurs personnalités, plusieurs parties, qui peuvent avoir des âges différents, des genres différents, vraiment des façons de penser différentes. Que ces parties-là, donc ces sous-personnalités-là, elles vont prendre le devant de la scène à tour de rôle, mais qu'au final, ce ne sont pas nous. Ce sont des parties de nous qui jouent un rôle, mais ce qui est nous, c'est ce qu'on appelle en IFS le self avec un S majuscule, qu'on pourrait aussi appeler le moi supérieur, même si j'adore pas la notion de moi supérieur, mais peut-être l'essence, hein, vraiment le corps de la personne. Oui. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de rentrer en contact avec ces différentes parties de nous-mêmes, parce que il y a souvent des parties de nous-mêmes que notamment on refoule. Il y a certains, quand on pense à nos pires comportements ou à nos pires traits, il y a des choses en nous parfois qu'on aimerait simplement repousser le plus loin possible ou ne plus jamais Oui. voir. Oui. Et l'IFS nous dit l'inverse, nous dit non, non, en fait, ces parties-là de nous-mêmes, on va les aimer, on va aller leur donner de la compassion, de l'amour, on va essayer d'apprendre à les connaître et d'apprendre qu'est-ce qui se passe pour elles et de quoi elles ont besoin. Voilà. Énorme. J'adore parce que c'est oui, ce que tu as dit sur des émotions ou des parties de nous qui sont refoulées, j'ai l'impression que, je sais pas, personnellement, je l'expérimente. Enfin, je vois totalement comment c'est complètement vrai que il y a, il y a des parties de moi que j'occulte et ils sont, enfin, je les, activement, je les, euh, Tu les supprimes ou tu les oui, refoules, oui, oui. je refoule et que, par exemple, euh, il, ce parti, il se manifeste dans mon corps quand des problèmes, voilà, de santé ou de la douleur ou voilà, de la tension, euh, la culpabilité. Oui, Et c'est ouf. oui, C'est et il y a cette idée justement que ces différentes parties de nous-mêmes, elles vivent dans différentes parties du corps. Et ça, oui, c'est une et, particularité justement. et est-ce qu'on peut couvrir un peu encore la base en fait? Parce que d'après ce que j'ai compris, IFS, c'est il y a ces parties, il y a des managers, C'est ça? il y a des euh, Alors, en français, je crois qu'on dit les protecteurs. protecteurs, Oui, les protecteurs, il y a les exilés. Donc, les les protecteurs, en fait, ce sont les parties de nous-mêmes avec lesquelles on va associer notre personnalité en général. On a tendance à penser qu'on est nos managers ou nos protecteurs. Euh, Comment dire? Nos protecteurs sont là pour nous protéger justement de la douleur, de nos douleurs les plus fondamentales, de nos blessures d'enfance.
nos blessures d'enfance, justement, créent des parties qu'on appelle les exilés, qui sont souvent des parties jeunes. Et puis, il y a un troisième type de partie qui vient à la rescousse quand les protecteurs font pas un bon job et que la douleur commence à sortir justement des exilés. Ce sont les pompiers. Et donc, les pompiers, ça va être des parties très impulsives. C'est un petit peu voilà, ouf, il faut aller éteindre le feu parce que là, ça fait trop mal. Et donc, ça va être tout ce qui est justement plus comme l'addiction, plus comme voilà, les choses où là, il n'y a pas le choix, il Des choses faut que que ça s'arrête. des solutions très, très, qu'on va employer très vite pour voilà, éteindre le feu, Ça, mais sans penser aux conséquences, de demain ou aux conséquences sur notre corps et tout ça. exactement. Et c'est impressionnant. J'ai écouté avant, le docteur Richard Schwartz qui a créé voilà, cette théorie ou modèle. Et c'est intéressant, il a dit hem, que, toutes cette partie de nous-mêmes, ils ont été créés, durant l'expérience traumatique Mhm. et et que, voilà, pendant le trauma, ces parties de nous-mêmes, ils ont été, hem, gelées, Figé dans le temps, oui. figées dans le temps en tant que telles et ils bougent pas et ils font la même chose parce qu'ils ont coincé. Tout à Mais fait. une fois qu'on commence à travailler avec et voilà, créer un espace où on peut les écouter, on peut écouter chaque partie, on peut faire parler les parties, on peut Oui, faire exprimer les parties. Nous-mêmes, on devient le self qui est en dessus de tout ça, au-dessus de tout ça et voilà, qui se libère un peu et qui libère, aussi, d'autres parties. Mais j'ai voulu revenir sur, comment, par exemple, quand on parle des psychédéliques et des expériences psychédéliques, parfois, voilà, les gens me disent que, enfin, les expériences psychédéliques sont connues pour voilà, avoir des histoires enfin, bizarres ou voilà, il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas ou voilà, ou voilà, qui sont peut-être qui font peur, voilà. Tu- Et euh, je trouve que un système ou un modèle comme IFS peuvent être très utiles pour euh, comprendre ou faire make sense of, oui, pour faire sens de, pour oui, faire sens de ces expériences parce que les psychodéliques, c'est en tant que tel, ils sont pas c'est pas quelque chose qui est, en dehors de nous. C'est plutôt que ces substances, parce qu'ils réagissent sur, voilà, les cerveaux, les différents neurotransmetteurs, ils font émerger des choses qui sont déjà en nous, tout à fait. et ce qui émerge, heu, c'est un reflet de quelque chose qui est en nous et du coup, comment, utiliser, voilà, des approches ou des théories comme celle-là pour, pour, aider, intégrer, des expériences ou des leçons, qui émergent de psychédéliques. Oui, tout à fait. Ben, déjà, la première chose, c'est que l'IFS est aussi beaucoup utilisé, notamment dans les études cliniques avec MAPS. Ça se prête très bien parce que justement, notamment avec la MDMA, on a très clairement des parties qui émergent et qu'on peut faire dialoguer. Enfin, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut faire et ça se prête très bien aussi à l'usage de la thérapie assistée. Euh,
Après, quand tu dis qu'il y a des choses qui émergent, qui sont problématiques, tu parles d'émergence spirituelle ou tu parles plus enfin, Juste qu'est-ce que tu as en tête exactement? par exemple, quand les gens disent euh, ah, il y avait un être noir qui m'avait attaqué ou qui est venu s'asseoir dans mon épaule, ou, tu vois. Ça, c'est pas, Oui, c'est, pour moi, comment je le comprends, c'est pas un être, euh, un, un, un- comment dire, un c'est pas ghost. une entité hors de toi, c'est ça que Mais tu veux c'est dire? pas une entité en dehors de moi, c'est quelque chose en moi, c'est un ombre que moi je occulte qui veut se présenter à moi Oui, pour que moi je puisse grandir, pour que moi je puisse le euh, euh, process it, du coup. oui, justement pour que tu puisses oui, le naviguer. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Tout le monde ne partage pas ton avis. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent que, effectivement, quand on est dans un état de conscience modifié, quand on est dans une dimension différente, qu'on va être, comment dire, qu'on va plus facilement justement rencontrer des entités différentes. Mais c'est vrai aussi que j'aime beaucoup l'approche que tu as, qui est finalement un petit peu dans la métaphore, en disant oui, où c'est des parts d'ombre de nous-mêmes qui vont ressortir. Et c'est sûr que ça, ces parties-là de nous qui ressortent, qu'on a envie d'enfuir, enfin, ces choses-là qui ne sont pas forcément des parties de nous qui sont les plus présentables. L'IFS va permettre justement comment dire, d'aller à leur contact, d'aller dialoguer avec elles, d'aller justement les intégrer, plutôt que de les laisser en pardonnement. Mhm, mhm. Bon, ben, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on peut apprendre plus sur IFS en français. Est-ce que tu connais les ressources ou les endroits? Oui, alors l'IFS, déjà on peut faire une formation, c'est ça hein, dont tu parles peut-être pour les Oui, thérapeutes. oui. On peut devenir psychopraticien en IFS ou psychologue en IFS si on est psychologue. Il y a une formation qui existe en France, il faut postuler. Euh, D'ailleurs, en France, il y a encore de la place, c'est assez facile de rentrer. Aux États-Unis, en ce moment, il y a 10 000 personnes sur la liste d'attente avec un système de loterie, c'est assez fou. Mais voilà, et c'est une formation qui se fait, si je me rappelle bien, c'est 2 fois 7 jours, plus 3 jours pour le premier niveau, et je pense que c'est pareil pour les niveaux d'après. Nice. Et comment je le trouve? Je tape quoi sur Google? IFS Association, tu peux taper Internal Family Systems, tu peux ajouter Richard Schwartz, qui est le fondateur, mais voilà, ça se trouve assez facilement quand même. Ok, cool, nice, Ouais. merci. Et Oui, tu as mentionné le concept d'émergence spirituelle et aussi, contrairement à urgence spirituelle, ça m'intéresse beaucoup de comprendre ces notions parce que je trouve que pas seulement c'est important en psychologie transpersonnelle et dans ton approche, dans ton travail, mais aussi pour voilà, des gens qui utilisent les psychédéliques aussi. oui. Mais alors, l'émergence spirituelle, en soi, c'est un phénomène positif, hein. C'est simplement le fait d'avoir des prises de conscience, des réalisations d'ordre spirituel qui nous font grandir. Et au final, si ça se passe petit à petit, à travers une pratique spirituelle ou à travers voilà, la méditation, enfin, si ça se fait de petit à petit et que la personne est en mesure donc de l'intégrer, ben, il n'y a aucun souci. Euh, Par contre, l'émergence spirituelle devient une urgence spirituelle justement si on est
on est dans une situation où la personne est submergée quelque part par son expérience et pas en mesure d'intégrer. Donc, s'il n'y a pas assez de résilience physique ou émotionnelle pour être en mesure d'intégrer l'expérience, on a une structure psychologique qui va se désorganiser quelque part. Et c'est là où ça peut devenir très difficile à vivre. Mhm. Et est-ce que ça peut arriver avec des psychédéliques, par exemple, une Bien personne sûr, qui bien prend des sûr. psychédéliques et parce qu'ils ont des substances très, très puissantes, c'est quelque chose qu'on n'attend pas, ça nous, ça nous, en- euh, ça nous envahit complètement, on ne peut pas soutenir ce qui se Oui, passe. Et dans des jours qui viennent, on euh, on n'a pas la stabilité pour euh, faire de sens de ce qui s'est passé et euh, voilà, on a un oui. problème. Et exactement. L'urgence spirituelle, c'est quelque chose qui peut se passer suite justement, mais pas que seulement, hein, mais qui peut se passer suite à une prise de psychédélique où on va avoir voilà, une telle expérience à intégrer que c'est trop, enfin, c'est trop. Et où l'organisme en fait va pas être en capacité et, on se retrouve avec quelqu'un qui est très désorienté. Mhm. Et, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Euh, Bah, est-ce, alors, oui. oui, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne de faire? Bah, alors déjà, c'est important aussi, et j'avais une autre slide là-dessus, peut-être que tu peux la sortir. Donc, il y a la différence entre urgence spirituelle et émergence spirituelle. Et puis, il y a aussi la question de est-ce que c'est une urgence spirituelle ou une psychose? Parce que, en fait, l'urgence spirituelle, au final, est très peu connue. Et notamment quand quelqu'un va prendre un psychédélique et après va avoir des expériences comme ça très fortes enfin, il est très courant que l'urgence spirituelle soit perçue, notamment par les psychiatres à l'hôpital qui ne sont pas forcément formés dans ce sens-là, par une psychose. Ah, Euh, et or, le traitement de la psychose et le traitement de l'urgence spirituelle, c'est très différent. C'est même quelque part presque à l'opposé. Euh, donc ici, sur ce que tu mets à l'écran, urgence spirituelle ou psychose, euh, les critères pour l'urgence spirituelle, c'est justement cette idée de changement de conscience, hein, mais aussi l'habilité de voir cette condition comme un processus et comment dire, et cette capacité aussi à former une alliance thérapeutique. Alors que quand on est dans une psychose, on est dans quelque chose quand même de différent. On est dans quelque chose où notamment il y a pas de comment dire, pas d'alliance thérapeutique, il n'y a pas de cohérence interne. Donc ça se ressemble, mais c'est quand même fondamentalement différent. mhm, mhm. Alors après, pour compliquer les choses, évidemment, on peut aussi, et on en parlait tout à l'heure un peu en aparté, on peut aussi avoir une urgence spirituelle avec des éléments psychotiques. Mhm. Voilà. Ouais. C'est c'est fascinant. Euh, je pense que en ce Et moment-là, puis, on va pas parler beaucoup plus sur ça, mais juste pour savoir que où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils veulent savoir plus sur toi. Tu es notamment sur ce site web oui, clairebergeau.com. clairebergeau.com, c'est mon site web. Oui, Euh, comment Et puis, je suis aussi sur Instagram et sur TikTok. oui, et j'adore ce que tu partages sur Instagram. Euh, follow! Oui, Et, euh, et en fait, voilà, c'est ce que où les gens peuvent te trouver pour voilà pour continuer cette discussion. J'ai tout voulu à fait. juste euh, passer à la dernière question qui concerne euh, un autre concept qui est assez connu d'ailleurs dans le monde anglophone, mais pas tant que ça
en France et dans le monde francophone, c'est spiritual bypassing ou contournement Oui. spirituel. Est-ce que tu peux nous éclairer, Claire, sur ça? Oui, tout à fait. Le spiritual bypassing, alors je ne sais pas si c'est vraiment contournement spirituel qu'on dit en français, c'est la traduction que j'ai trouvée. Mhm, Mais c'est justement cette idée, on peut avoir une personne, par exemple, qui va être très, très connectée à tout ce qui est justement de nature spirituelle, mais mhm, qui en même temps n'a pas fait son travail psychologique et qui du coup va utiliser en fait, va se réfugier en fait dans sa connexion spirituelle pour éviter en fait, pour éviter toutes les choses qu'elle ne veut pas voir dans son fonctionnement psychologique. Euh, mhm. Du coup, comment on peut euh, presque abuser le spirituel pour ne pas faire le travail qui est un peu dur, pour exactement. éviter de le faire. Oui, Mhm. Du coup, ça exactement. peut... C'est un Mhm, peu se réfugier quelque part dans des idées spirituelles et utiliser ça comme stratégie d'évitement au final. mhm. J'aime bien ici ce que, par exemple, ça peut ressembler à je ne veux pas déterrer le passé, je veux juste m'en débarrasser. Oui. Euh, je veux juste aller de l'avant. Ou alors pour reprendre le premier exemple, je ne veux pas exprimer ma colère parce que je ne veux pas blesser l'autre. Quelqu'un qui va dire ça et puis qui au final va passer son temps à faire des pics de manière passive-agressive. Mhm, Tu oui, vois. oui, Et la colère, elle est là en fait. Mais oui. quand on l'exprime pas de manière directe, Elle va sortir. elle ressort autrement. Mhm, mhm, Oui. ouais. Et cool. Bah, je trouve que c'est important parce que, euh, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est il y a une tendance, il y a des tendances, disons spirituelles, il y a des tendances psychédéliques, et du coup, c'est important de parler de spiritual bypassing Complètement. aussi pour pour rester centré. euh, et j'aime bien d'ailleurs une citation que tu as mis ici de euh, Hermann Hesse. Je sais pas Mhm. comment dire ça. Oui, c'est ça. C'est hallucinant cette citation. Est-ce que tu veux peut-être le traduire en français? Ou bien- Oui, 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 moi je le lis en anglais et après tu le traduis, ça va? ça marche. Oui. I have no right to call myself one who knows. I was one who seeks, and I still am, but I no longer seek in the stars or in books. I'm beginning to hear the teachings of my blood pulsing within me. My story isn't pleasant, it's not sweet and harmonious like the invented stories. It tastes of folly and bewilderment, of madness and dream, like the life of all people who no longer want to lie to themselves. Whoa. Oui, j'aime beaucoup cette citation. Je l'avais utilisée, c'était la citation finale pour, quand j'avais postulé pour mon master en psychologie transpersonnelle. Nice. Et oui, donc je n'ai je n'ai pas le droit de dire que je suis, je n'ai pas le droit de m'appeler quelqu'un qui a la connaissance. Je n'ai pas le droit de me faire appeler un sage quelque part. Mhm. Je suis quelqu'un qui cherche. J'étais quelqu'un qui cherche et je le suis toujours. Mais je ne cherche plus à présent dans les étoiles ou dans les livres. Je commence à entendre les, les enseignements de mon sang qui pulse à l'intérieur de moi. Et donc ça, c'est encore une fois toute l'idée hein, d'aller à l'intérieur de soi, hein, plus que d'être à Mm. regarder les étoiles. Mm. Mon histoire n'est pas plaisante, elle n'est pas douce ou harmonieuse comme les histoires inventées. Elle a le goût de la folie et de la
bewilderment, du sauvage. Oui, aussi de, de peur, mais peur très fort. oui, euh, de la folie et des rêves, comme la vie de toutes les personnes qui ont décidé de ne plus se mentir à elles-mêmes. Wow. Merci beaucoup, Claire Bergeon, pour aujourd'hui. Euh, je te libère. Merci beaucoup, Sarah. C'était vraiment chouette d'avoir ce moment avec toi. Merci pour ton invitation. Si les gens veulent contacter Claire, ils peuvent te contacter sur Instagram ou sur site web Tout à pour fait. continuer les discussions. Oui. Euh, merci pour ton temps. Et si vous voulez suivre ou soutenir le travail de Podcast Sciences Psychédéliques, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon, notre communauté là-bas, patreon.com. C'est le lien dans la description. Et voilà, merci pour aujourd'hui et à la prochaine.